À la fête de Noël du cabinet, l'associé de ma femme a plaisanté, à la santé des maris naïfs. La flûte de champagne en cristal était froide dans ma main alors que je me tenais dans un coin du bureau pentouze de Morrison & Associates, observant ma femme, Laura, se mouvoir dans la pièce comme si elle lui appartenait. Ce qui, techniquement, était le cas, du moins à 30%. La fête de Noël battait son plein, tout en baies vitrées et lumière de la ville scintillant sous nos pieds comme des diamants éparpillés. Tout ce qui comptait dans le monde du conseil à Boston était là, habillé sur son 31 et prêt à réseauter jusqu'à épuisement des cartes de visite. Je m'appelle Nick Avery, et je construis des choses pour gagner ma vie. De vraies choses, des maisons, des immeubles de bureaux, le genre de structures qui seront encore debout quand toutes ces présentations PowerPoint seront oubliées. Mais ce soir, je me sentais comme l'intrus dans mon costume de prêt-à-porter, entouré de gens qui gagnaient leur argent en déplaçant l'argent des autres. Mesdames et messieurs, la voix de Julian Holt a retenti dans la pièce, coupant court à la musique jazz et aux conversations polies. Il se tenait près des baies vitrées, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, son costume italien sur mesure valant probablement plus que la plupart des voitures. Julian était l'associé de Laura, le quai fondateur du cabinet, et le genre d'homme qui pensait que le charme pouvait remplacer le caractère. La pièce s'est tue, tous les yeux se tournant vers lui. J'ai remarqué Laura se rapprocher de Julian, sa robe rouge captant la lumière juste comme il faut. Elle était magnifique, comme toujours. Dommage que je commençais à réaliser que cette beauté était à peu près tout ce qu'il nous restait. Julian a levé son verre plus haut, ce sourire étudié s'étalant sur son visage comme du beurre sur un toast chaud. Je voudrais proposer un toast spécial ce soir, au partenariat qui fonctionne, au succès qui ne cesse de croître. Il a marqué une pause pour l'effet, ses yeux balayant la foule avant de se poser sur moi avec un regard qui m'a fait serrer la mâchoire. À tous les maris naïfs qui paient les factures pendant que les vrais joueurs emmènent leurs femmes au sommet. Le rire qui a suivi m'a frappé comme une gifle. Pas seulement des rires polis, mais une véritable hilarité de la part de gens qui pensaient être dans le secret d'une grande blague. J'ai vu Monica Chen, l'une des associées principales, manquant de renverser son vin en riant. Serena Walsh, la reine des commérages du cabinet, gloussait presque. Même certains des jeunes associés souriaient comme des idiots. Mais c'est la réaction de Laura qui m'a vraiment atteint. Elle n'a pas ri. Elle a eu un sourire narquois. Cette expression froide et calculatrice que je voyais de plus en plus ces derniers temps. Le regard qui disait qu'elle savait exactement ce que Julian voulait dire, et que ça lui convenait parfaitement. J'ai pris une gorgée de mon whisky, laissant la brûlure s'installer dans ma gorge pendant que je digérais ce qui venait de se passer. Devant 50 membres de l'élite des affaires de Boston, Julian Holt venait de me traiter d'idiot, et ma femme était restée là sans rien dire. Eh bien, me suis-je marmonné, au moins ils n'ont pas renversé mon verre en me donnant un coup de pied. La fête a continué autour de moi comme si de rien n'était, mais tout avait changé. J'étais marié à Laura depuis 8 ans, et je l'avais vue grimper d'associée junior à associée directrice. J'avais soutenu ses nuits tardives, ses conférences du week-end, ses interminables événements de réseautage. J'avais payé la maison qu'elle avait décorée, la voiture qu'elle conduisait, le style de vie auquel elle s'était habituée. Et voilà mes remerciements, être la chute de la blague de Julian. J'ai fini mon whisky et j'ai posé le verre sur une table voisine. Il était temps de partir avant que je ne dise quelque chose que je regretterais. Ou quelque chose que je ne regretterais pas, ce qui pourrait être pire. Tu pars déjà, Nick? Monica est apparue à côté de moi, sa voix suintant une fausse inquiétude. La fête ne fait que commencer. Ouais, eh bien, j'ai une matinée chargée demain, ai-je dit, en gardant une voix égale. Certains d'entre nous ont du vrai travail à faire. Son sourire a vacillé un instant. Bien. Qu'elle se demande ce que je voulais dire par là. Avant de nous plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite requête. Veuillez vous abonner, laisser un like, un commentaire, et appuyer sur le bouton d'engouement pour booster cette chaîne afin que plus de gens puissent découvrir ces incroyables histoires de Reddit. Je me suis frayé un chemin à travers la foule, hochant poliment la tête à des gens qui remarquaient à peine mon existence. C'étaient les gens de Laura maintenant, pas les miens. Je ne m'étais jamais vraiment intégré à leur monde de rapports trimestriels et d'acquisition de clients. J'étais le mari ouvrier qui avait inexplicablement décroché l'avocate ambitieuse, et maintenant je payais le prix pour avoir pensé que cela suffirait. Alors que j'attendais l'ascenseur, j'ai de nouveau entendu la voix de Julian, tenant salon près du bar. Le secret du succès, disait-il, c'est de savoir quand prendre ce que l'on veut, et quand laisser quelqu'un d'autre payer l'addition.
Plus de rires, plus de regards entendus, plus de confirmation que j'étais l'idiot de cette histoire depuis bien plus longtemps que je ne le pensais. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et je suis entré. Alors qu'elles se fermaient, j'ai aperçu Laura et Julien, debout, proches l'un de l'autre, sa main sur son bras pendant qu'il lui chuchotait quelque chose à l'oreille. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Et l'image qu'elle formait n'était pas jolie. 20 minutes plus tard, j'étais assis dans mon bureau à la maison, fixant l'écran de mon ordinateur. Notre maison était une belle demeure coloniale à Newton, tout en parquet et moulure. Laura l'avait choisie, l'avait décorée, en avait fait le genre d'endroit qui impressionnait ses collègues. Je me contentais de payer. Mais le bureau était à moi. Mon bureau, mes dossiers, mon sanctuaire. Et ce soir, il allait devenir ma salle de guerre. J'ai ouvert le site web du cabinet et j'ai commencé à parcourir les profils des associés. Julien Holt, associé directeur, MBA de Harvard, 20 ans d'expérience en conseil stratégique. Sa biographie le faisait passer pour un croisement entre Warren Buffett et Gandhi. Ce qu'elle ne mentionnait pas, c'était son habitude de s'attribuer le mérite du travail des autres ou sa tendance à traiter le personnel de soutien comme des meubles. J'étais dans les parages depuis assez longtemps pour savoir comment ces cabinets de conseil fonctionnaient réellement. Tout était une question de relations, de liste de clients, et de qui avait des dossiers sur qui. Julien se croyait peut-être intouchable, mais tout le monde a des points faibles. Il suffisait que je trouve les siens. Mon téléphone a vibré. Un texto de Jake Morrison, mon meilleur ami depuis l'université et ce que j'avais de plus proche d'un frère. Jake était un ancien militaire, dirigeant maintenant sa propre entreprise de conseil en sécurité. Plus important encore, c'était quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance. Comment était le cirque de l'entreprise, lisait-on dans son message. Éducatif, ai-je répondu. On prend un café demain? J'aurai peut-être du travail pour toi. Toujours. Chez Eddie à 9h. Parfait. J'ai posé le téléphone et j'ai ouvert une nouvelle fenêtre de navigateur. L'heure des recherches. Si Julien voulait jouer à des jeux, j'allais lui montrer ce qui se passait quand on sous-estimait le gars qui savait réellement comment construire les choses depuis la base. La première chose que j'ai recherchée, c'était la liste des clients du cabinet. La plupart des informations étaient publiques, enfouies dans des communiqués de presse et des publications de l'industrie. Morrison & Associates était spécialisé dans la gestion de crise et le conseil stratégique, ce qui était une manière élégante de dire qu'ils aidaient les riches à résoudre des problèmes que l'argent ne pouvait pas régler directement. Leur plus gros client était Grant Industries, un conglomérat manufacturier dirigé par un homme d'affaires de la vieille école, Robert Grant. J'avais rencontré Grant à quelques reprises lors d'événements d'entreprise, et il m'avait toujours semblé être le type d'homme qui valorisait la loyauté et le franc-parler plutôt que les présentations mielleuses. C'était aussi le genre d'homme qui n'appréciait pas d'être pris pour un idiot. J'ai passé l'heure suivante à éplucher des articles de presse et des rapports de l'industrie, me faisant une idée de la santé financière du cabinet et de ses relations avec les clients. Ce que j'ai trouvé était intéressant. Morrison & Associates était prospère, mais pas aussi stable qu'ils aimaient le prétendre. Ils dépendaient fortement de quelques clients clés, et leur marge bénéficiaire avait diminué au cours des 2 dernières années. Ce que j'ai trouvé sur Julien lui-même était encore plus intéressant, 3 partenariats précédents qui s'étaient mal terminés, une tendance à quitter le navire juste avant que les choses ne tournent mal, et une réputation d'être un peu trop amical avec ses collègues féminines. Mon ordinateur a sonné, un email entrant. Laura, se demandant probablement où j'avais disparu. Je l'ai ignoré et j'ai continué à creuser. À minuit, j'avais une image plus claire de la situation. Julien Holt était un prédateur en costume cher, et ma femme était soit sa dernière victime, soit sa complice consentante. Quoi qu'il en soit, elle avait fait son choix en restant là à le laisser m'humilier. J'ai ouvert un nouvel email et j'ai tapé l'adresse de Robert Grant. Je l'avais obtenu d'une carte de visite qu'il m'avait donnée des mois auparavant, lorsqu'il avait complimenté mon travail sur la rénovation des bureaux du cabinet. Monsieur Grant, ai-je écrit, j'espère que ce message vous trouvera bien. Je voulais vous contacter concernant certaines préoccupations que j'ai au sujet de la direction de Morrison & Associates. En tant que personne ayant travaillé en étroite collaboration avec le cabinet, je pense que vous pourriez vouloir examiner de plus près qui prend réellement les décisions qui affectent votre compte. Parfois, les informations les plus importantes proviennent de sources inattendues. Je serais heureux d'en discuter plus en détail à votre convenance. Cordialement, Nick Avery. Je l'ai relu 2 fois, m'assurant que le ton était professionnel mais intrigant.
Puis j'ai cliqué sur envoyer. La porte d'entrée s'est ouverte en bas, et j'ai entendu les talons de Laura claquer sur le parquet. Elle était rentrée de sa fête de la victoire, s'attendant probablement à me trouver en train de bouder au lit. Au lieu de cela, elle allait me trouver bien éveillé et en pleine planification. « Nick » a-t-elle appelé depuis le couloir. « Où es-tu » ?»« Dans le bureau » ai-je répondu, fermant mon ordinateur portable et me tournant sur ma chaise pour faire face à la porte. Elle est apparue dans l'embrasure, toujours magnifique dans sa robe rouge, mais il y avait quelque chose de différent dans son expression. De la lassitude peut-être, ou de la culpabilité. « Tu es parti tôt » a-t-elle dit, s'appuyant contre le cadre de la porte. Les gens l'ont remarqué. J'en suis sûr. Ça leur a probablement donné une autre raison de rire. Sa mâchoire s'est crispée. Tu es mélodramatique. Julien faisait juste une blague. Une blague ? Je me suis levé lentement, en gardant ma voix calme. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je me suis approché d'elle, assez près pour voir l'incertitude dans ses yeux. Ça veut dire que j'en ai fini d'être la chute de la blague, Laura. Ça veut dire que les choses vont changer par ici. Elle m'a fixé pendant un long moment, essayant de lire mon expression. Tu agis bizarrement. Non, ai-je dit en la dépassant pour me diriger vers les escaliers. J'agis comme quelqu'un qui comprend enfin les règles du jeu fait de beaux rêves, chérie. Tu en auras besoin. Je l'ai laissé là et je suis monté dans la chambre d'amis. J'avais beaucoup de travail à faire demain, et je voulais être bien reposé. Après tout, la vengeance était un travail à plein temps, et je venais de pointer. Le Eddie's Taverne se trouvait à l'angle de Washington et State, le genre d'endroit qui servait du vrai café et se fichait de savoir si vous le vouliez avec du lait d'avoine ou des paillettes de licorne. Eddie Morrison, sans lien de parenté avec Jake malgré le nom, tenait l'endroit depuis 20 ans, et cela se voyait dans chaque banquette usée et chaque photo délavée sur les murs. C'était exactement le genre d'établissement qui faisait froncer le nez de Laura, ce qui le rendait parfait pour mes projets. Jake était déjà là quand je suis arrivé, assis dans notre banquette habituelle avec 2 tasses fumantes devant lui. Il a levé les yeux à mon approche, son visage buriné se fendant d'un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Jake avait toujours été doué pour lire les gens, et apparemment je ne cachais pas mon humeur aussi bien que je l'espérais. « Tu as l'air d'un homme qui a un plan » a-t-il dit alors que je me glissais sur la banquette en face de lui. « Et pas du bon genre. » Ça dépend de ta définition de bon. J'ai enroulé mes mains autour de la tasse de café, laissant la chaleur s'infiltrer dans mes doigts. Dis-moi, qu'est-ce que tu connais en équipement de surveillance ? Les sourcils de Jake se sont levés. Le genre légal ou le genre qui donne des résultats ? Le genre qui aide un homme à comprendre ce qui se passe réellement dans sa propre vie. Il s'est adossé à la banquette, étudiant mon visage. Tu veux en parler ? Alors, je lui ai parlé du toast de Julien, de la réaction de Laura, du soupçon grandissant que j'étais l'idiot de la farce depuis plus longtemps que je ne voulais l'admettre. J'ai qu'à écouter sans m'interrompre, hochant parfois la tête ou prenant une gorgée de son café. Depuis combien de temps tu te doutes de quelque chose, a-t-il demandé quand j'ai eu fini. Honnêtement, une partie de moi le sait depuis des mois. Des nuits tardives qui n'avaient pas de sens. Des voyages d'affaires qui ressemblaient plus à des vacances. La façon dont elle me regardait, comme si j'étais. J'ai fait une pause, cherchant les mots justes. Point comme si j'étais un meuble. Utile, mais pas particulièrement intéressant. Et maintenant tu veux des preuves. Je veux la vérité. Et ensuite, je veux faire quelque chose à ce sujet. Jake est resté silencieux un moment, faisant tourner sa tasse en l'encercle sur la table. Nick, j'ai déjà vécu ça avec d'autres gars. Ça ne se termine jamais comme on le pense. Peut-être pas, mais ça va se terminer comme je le veux. Il a dû entendre quelque chose dans ma voix, car il a hoché la tête lentement. D'accord, de quoi as-tu besoin ? D'informations, d'abord. Je veux savoir où va Julien, qui il voit, ce qu'il fait quand il pense que personne ne le regarde. Et je veux savoir la même chose pour Laura. Ça va prendre du temps et de l'argent. J'ai les deux. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré un relevé de compte. Compte séparé que Laura ne connaît pas. Le BTP a été rentable. J'ai qu'à siffler doucement. C'est une sacrée somme, Nick. Tu es sûr de vouloir dépenser ça là-dedans. Je suis sûr de ne pas vouloir passer un jour de plus à être pris pour un idiot. Nous avons passé l'heure suivante à régler les détails.
Jake s'occuperait de la surveillance, utilisant des contacts de son entreprise de sécurité pour suivre les mouvements de Julian et Laura. Je travaillerai à rassembler des informations sur les affaires du cabinet et ses relations avec les clients. Une dernière chose, ai-je dit alors que nous nous préparions à partir. J'ai besoin que tu enquêtes sur le passé de Julian. Emploi précédent, relations personnelles, tout ce qui pourrait nous donner un avantage. Un avantage pourquoi? Pour quand il sera temps de riposter. Mon téléphone a vibré. Un texto. Laura, je travaille tard ce soir. Ne m'attends pas, j'ai montré le message à Jake, qui a secoué la tête. Il n'essaie même plus de se cacher. Tant mieux, ai-je dit. Ça nous facilite la tâche. J'ai passé le reste de la matinée à mon bureau de construction, un modeste bâtiment à Somerville qui abritait Avery Construction. Il ne payait pas de mine de l'extérieur, mais il était à moi. Chaque équipement, chaque contrat, chaque relation avait été bâtie par un travail acharné et honnête. Ma directrice de bureau, Elisa Santos, a levé les yeux quand je suis entré. Elisa avait la cinquantaine, était dure comme l'acier, et était avec moi depuis que j'avais créé l'entreprise. Elle avait un don pour lire les gens, et une langue assez acérée pour couper du verre quand la situation l'exigeait. On dirait que quelqu'un a écrasé ton chien, a-t-elle dit, sans s'embarrasser de politesse. Quelque chose comme ça. J'ai versé une tasse de café de la machine dans le coin. Elisa, qu'est-ce que tu sais des cabinets de conseil? Assez pour savoir que c'est surtout du vent et des costumes chers. Pourquoi? Je me suis assis en face de son bureau et je lui ai raconté l'humiliation de la nuit précédente. Elisa a écouté avec une colère croissante, ses yeux sombres lançant des éclairs. Quelle ordure, a-t-elle dit quand j'ai eu fini. Et ta femme est restée là sans rien faire? Elle a fait plus que ça. Ça lui a plu. Elisa s'est adossée à sa chaise, tapotant un stylo contre son bureau. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais leur rappeler que sous-estimer les gens est un jeu dangereux. Bien. Tu veux mon aide? J'espérais que tu le demanderais. Nous avons passé les 2 heures suivantes à éplucher les registres publics du cabinet, les listes de clients et les déclarations financières. Elisa avait une formation en comptabilité avant de venir travailler pour moi, et elle savait lire entre les lignes des documents d'entreprise. Regarde ça, a-t-elle dit, en pointant une section de leur dernier rapport trimestriel. Leur trésorerie est plus serrée qu'ils ne veulent le faire croire. Ils ont beaucoup de dettes, et leurs plus gros contrats doivent être renouvelés dans les 6 prochains mois. Y compris Grande Industrie. Surtout Grande Industrie. Ce contrat représente près de 30% de leurs revenus. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu, mais j'ai immédiatement reconnu la voix. Monsieur Avery, ici Robert Grant. J'ai reçu votre email hier soir, et j'aimerais discuter de vos préoccupations. Êtes-vous disponible pour déjeuner aujourd'hui? J'ai jeté un coup d'œil à Elisa, qui souriait comme un chat qui a attrapé une souris. Absolument, monsieur Grant. Où souhaitez-vous nous retrouver? 1 heure plus tard, j'étais assis en face de Robert Grant à l'Union Club, l'un des établissements privés les plus exclusifs de Boston. Grant avait la soixantaine, les cheveux argentés et le regard vif, avec le genre de prestance qui vient de décennies de décisions difficiles. Je serai direct, monsieur Avery, a-t-il dit après que nous ayons commandé. Votre email m'a intrigué. J'ai eu quelques inquiétudes au sujet de Morrison & Associates récemment, et je suis intéressé par votre perspective. Quel genre d'inquiétude? Le genre qui fait se demander si ces consultants sont plus intéressés à se consulter entre eux qu'à résoudre ces problèmes. Je me suis légèrement penché en avant. Monsieur Grant, connaissez-vous bien Julian Holt? Assez bien pour savoir qu'il est ambitieux et charmant. Pas assez bien pour savoir si je peux lui faire confiance. Alors vous pourriez être intéressé par son bilan avec ses partenariats précédents. J'ai passé les 20 minutes suivantes à exposer ce que j'avais appris sur l'histoire de Julian, les partenariats échoués, la tendance à quitter le navire quand les choses se compliquaient, la réputation de s'attribuer le mérite du travail des autres. Grant a écouté attentivement, posant occasionnellement des questions ou prenant des notes sur un petit carnet. Quand j'ai eu fini, il s'est adossé à sa chaise et m'a regardé pensivement. C'est très intéressant, monsieur Avery, mais je dois vous demander, quelle est votre motivation ici? Pourquoi me dites-vous cela? Parce que je crois en l'honnêteté dans les affaires, monsieur Grant, et parce que je pense que vous méritez de savoir avec qui vous travaillez réellement. Et ça n'a rien à voir avec le fait que Julian Holt couche avec votre femme?
La question m'a frappé comme un coup de poing à l'estomac, mais j'ai gardé une expression impassible. Comment le saviez-vous? Je suis dans les affaires depuis 40 ans, mon garçon. Je reconnais les signes. La question est, qu'allez-vous faire à ce sujet? Je vais m'assurer que toutes les personnes impliquées comprennent les conséquences de leur choix. Grant a hoché la tête lentement. Je respecte ça. Et je veux que vous sachiez que je vais examiner de très près ma relation avec Morrison & Associates. Si ce que vous m'avez dit est exact, il pourrait y avoir des changements à venir. Nous nous sommes serrés la main en quittant le restaurant, et je pouvais voir les rouages tourner dans l'esprit de Grant. Le premier domino commençait à vaciller. Ce soir-là, j'étais assis dans mon bureau à la maison, attendant le retour de Laura de sa longue journée de travail. Mon ordinateur portable était ouvert sur nos comptes bancaires joints, et j'avais fait quelques ajustements. La porte d'entrée s'est ouverte à 23h30, et j'ai entendu les pas familiers de Laura dans les escaliers. Elle est apparue dans l'embrasure du bureau quelques minutes plus tard, l'air légèrement échevelé et évitant mon regard. « Comment s'est passée ta journée ?» ai-je demandé aimablement. « Chargée. Beaucoup de problèmes de clients à régler. » Elle se tenait toujours dans l'embrasure, comme si elle avait peur de s'approcher. « C'est drôle, » ai-je dit, en tournant l'écran de mon ordinateur portable vers elle. Je regardais nos comptes aujourd'hui et j'ai remarqué des schémas intéressants. Beaucoup de dépenses dans des restaurants et des hôtels qui ne correspondent pas à ton emploi du temps officiel de voyage. Son visage est devenu blême. Nick, je peux tout expliquer. J'en suis sûr. Mais voilà le truc, Laura. Je ne veux pas l'entendre. J'ai cliqué sur quelques boutons et l'écran a affiché nos comptes joints avec de nouvelles restrictions en place. J'ai apporté quelques modifications. À partir de maintenant, toutes les dépenses importantes nécessiteront mon approbation. Nos deux noms sont sur ces comptes, donc c'est parfaitement légal. Tu ne peux pas faire ça. En fait, si. Et je l'ai fait. Je me suis levé et je me suis dirigé vers elle. Tu vois, pendant que tu étais occupé à jouer à des jeux avec Julian, j'ai appris les règles. Et la règle numéro 1, c'est que la personne qui paie les factures décide de la façon dont elles sont dépensées. Elle m'a regardé, choqué, me voyant probablement clairement pour la première fois depuis des années. Ce n'est pas fini, Nick. Tu as tout à fait raison, ai-je dit en souriant. Ça ne fait que commencer. Après qu'elle se soit précipitée dans la chambre, j'ai ouvert mes emails et j'ai trouvé un message de Jake. Il avait déjà commencé sa surveillance, et les premiers rapports arrivaient. Julian Holt n'avait pas seulement une liaison avec ma femme. Il gérait toute une opération avec plusieurs femmes et un appartement secret en centre-ville. J'ai transféré les informations sur mon compte email personnel, puis j'ai composé un nouveau message à Monica Chen, du cabinet. Monica m'avait toujours semblé ambitieuse et pleine de ressentiment envers la position de Julian. Il était peut-être temps de lui donner quelques munitions. Monica, ai-je écrit, j'espère que vous ne m'en voudrez pas de vous contacter directement, mais je voulais partager quelques informations qui pourraient vous intéresser concernant les activités extra-professionnelles de Julian. En tant que personne qui se soucie manifestement de la réputation du cabinet, j'ai pensé que vous devriez savoir ce que votre associé directeur fait de son temps libre. Peut-être pourrions-nous en discuter autour d'un café. J'ai cliqué sur envoyer et je me suis adossé à ma chaise. Les dominos commençaient à tomber, et je ne faisais que m'échauffer. Demain, je commencerai à passer des appels aux autres clients du cabinet. Après tout, si Grant Industries avait des doutes sur sa relation avec Morrison & Associates, peut-être que d'autres entreprises seraient intéressées d'en connaître les raisons. Le lendemain matin a apporté le genre de pluie d'automne qui donne à Boston l'allure d'un film noir. Un ciel gris, des trottoirs mouillés reflétant les néons. J'étais assis dans mon camion devant le bâtiment de Morrison & Associates, observant les employés se dépêcher sous l'averse avec leurs parapluies coûteux et leurs manteaux de marque. De mon point de vue de l'autre côté de la rue, j'avais une vue parfaite sur l'entrée du bâtiment et sur le chaos qui allait se déchaîner. Mon téléphone a vibré. Un texto de Jake. Colis livré. Vérifie tes emails. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai trouvé un dossier rempli de photographies et de documents. Jake travaillait vite, et ses contacts dans le milieu de la sécurité valaient chaque centime que je lui versais. Les images montraient Julian entrant et sortant d'un immeuble d'appartements de luxe à Back Bay, toujours avec des femmes différentes. J'en ai reconnu certaines du cabinet, d'autres étaient des inconnues. Mais les horodatages racontaient la véritable histoire. Cela durait depuis des mois, peut-être des années.
Les photos les plus intéressantes dataient de la nuit précédente. Julien et Laura entrant dans l'immeuble à 21h15, en sortant séparément 2 heures plus tard. Laura avait l'air satisfaite. Julien avait l'air suffisant. Et moi, j'avais l'air d'un homme qui s'était fait prendre pour un idiot assez longtemps. Mon téléphone a sonné. Monica Chen. Nick, j'ai reçu votre email. Je pense que nous devrions parler. J'espérais que vous diriez ça. Quand et où? Il y a un café appelé Grain sur Newberry Street. Pouvez-vous m'y retrouver dans 1 heure? J'y serai. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai démarré le camion. L'heure de la phase 2 de mon éducation à la guerre d'entreprise. Grain était l'un de ces cafés agressivement branchés qui facturaient 8 € pour un latte et mettaient la musique assez fort pour décourager les oreilles indiscrètes. Monica était déjà là quand je suis arrivé, assise dans une banquette d'angle, le dos au mur. Elle avait l'air nerveuse, ce qui était exactement ce que j'espérais. Merci de me rencontrer, ai-je dit en me glissant sur la banquette en face d'elle. Votre email était intrigant. Elle a enroulé ses mains autour de sa tasse de café comme si elle essayait de se réchauffer. Que savez-vous exactement des activités de Julien? J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré l'une des photographies de Jack. Julien entrant dans l'immeuble avec une femme que je ne reconnaissais pas, sa main sur le bas de son dos dans un geste tout sauf professionnel. Les yeux de Monica se sont écarquillés. Quand cela a-t-il été pris? Il y a 3 jours. Il y en a d'autres. J'ai fait défiler plusieurs images, observant son expression devenir de plus en plus troublée. Cette femme travaille pour Hartley & Associates, n'est-ce pas? Votre plus grand concurrent? Jennifer Walsh. C'est leur directrice de compte principale. Monica a levé les yeux vers moi, le visage pâle. Nick, si Julien partage des informations confidentielles avec des concurrents. Ce serait un problème, n'est-ce pas? Elle s'est adossée à sa chaise, traitant les implications. Ce serait plus qu'un problème. Ce serait un motif de licenciement immédiat et d'éventuelles poursuites judiciaires. Je pensais que vous verriez les choses de cette façon. Nous sommes restés silencieux un moment, écoutant le sifflement de la machine à expresso et le crépitement de la pluie contre les fenêtres. Monica était ambitieuse. Je le savais. Elle avait été écartée pour le poste d'associée directrice lorsque Julien l'avait obtenu, et le ressentiment la rongeait depuis. Qu'est-ce que vous attendez de moi, a-t-elle demandé finalement. Des informations, un accès, un moyen de s'assurer que Julien subisse les conséquences de ses actes. Et en retour? En retour, quand Julien sera parti, vous serez le choix naturel pour le remplacer. Son regard s'est aiguisé. Vous parlez de détruire la carrière d'un homme. Je parle de révéler la vérité. Ce qui se passera ensuite dépendra du conseil d'administration. Monica est restée silencieuse un long moment, fixant son café comme s'il pouvait contenir des réponses. Quand elle a relevé les yeux, j'ai vu qu'elle avait pris sa décision. De quoi avez-vous besoin? Liste de clients, dossier financier, tout ce qui montre que Julien a utilisé sa position à des fins personnelles. Et j'ai besoin de savoir quelle est sa relation avec les autres associés. Serena Walsh l'a couvert. Elle est au courant des liaisons, peut-être même qu'elle les facilite. Brad Coleman essaie juste de faire profil bas et de garder son emploi. Et le personnel de soutien? Il le déteste. Julien les traite comme des meubles. Et il a fait des commentaires très déplacés aux employés. Il y a eu des plaintes, mais elles semblent toujours disparaître. J'ai pris des notes mentales de tout ce qu'elle me disait. Chaque information était une nouvelle arme dans mon arsenal grandissant. Je peux vous donner accès au dossier financier, a poursuivi Monica, mais il faudra être discret. Si Julien découvre que je travaille contre lui. Il ne le saura pas de moi. Nous avons passé une autre heure à régler les détails. Monica fournirait des informations internes sur les opérations du cabinet et les relations avec les clients. En retour, je m'assurerai qu'elle soit en position de prendre la relève lorsque Julien tomberait inévitablement en disgrâce. En quittant le café, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était Robert Grant. Monsieur Avery, j'ai fait quelques recherches suite à notre conversation d'hier. Je pense que vous serez intéressé de savoir que Morrison & Associates est sur le point de perdre le compte de Grant Industries. Vraiment? Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Disons simplement que lorsque j'ai commencé à poser des questions précises sur la gestion de projet et la confidentialité, les réponses que j'ai obtenues n'étaient pas très rassurantes.
J'ai ressenti une vague de satisfaction. Je suis désolé d'apprendre ça, Monsieur Grant. Je sais que c'était une relation importante pour les deux entreprises. En effet, ça l'était. En fait, je déjeune avec les autres membres du conseil d'administration aujourd'hui pour discuter de nos options. Je suppose que nous chercherons de nouveaux consultants très bientôt. Après qu'il a raccroché, je suis resté assis dans mon camion quelques minutes, regardant la pluie et pensant à la réaction en chaîne que j'avais déclenchée. Grant Industries représentait 30% des revenus du cabinet. Perdre ce compte enverrait des ondes de choc à travers Morrison & Associates, et Julian serait la cible évidente des reproches. Mais je n'avais pas encore fini. Loin de là. Cet après-midi-là, je me suis rendu sur le chantier où mon équipe travaillait sur un nouvel immeuble de bureaux. Le travail progressait bien, et voir quelque chose de réel et de solide prendre forme m'a aidé à me vider la tête. Je discutais avec mon contremaître des systèmes électriques quand j'ai remarqué une voiture familière garée de l'autre côté de la rue. La BMW argentée de Julian, avec Julian lui-même assis au volant, en train de m'observer. J'ai terminé ma conversation et je me suis dirigé vers sa voiture, tapotant sur la vitre du côté conducteur. Il l'a baissée avec une réticence évidente. « Nick, quelle surprise de te croiser ici. »« Vraiment ? On dirait que tu m'attendais. » Son sourire a légèrement vacillé. « J'étais juste dans le quartier. Je voulais voir comment se portait le secteur de la construction. » « Il se porte très bien, Julian. En fait, les affaires n'ont jamais été aussi bonnes. Je me suis penché pour que nous soyons au niveau des yeux. Et le conseil, comment ça va? Toujours à emmener les gens au sommet. Nous nous en sortons très bien, merci. C'est bon à entendre. Bien que j'ai cru comprendre que vous pourriez perdre quelques clients bientôt. La couleur a quitté son visage. De quoi parles-tu? Oh, juste des rumeurs. Tu sais comment c'est dans les affaires. Un jour, tu es au sommet du monde. Le lendemain, tu te démènes pour expliquer pourquoi ton plus gros client a décidé de faire affaire ailleurs. Les mains de Julian se sont crispées sur le volant. Nick, je ne sais pas à quel jeu tu penses jouer, mais... Un jeu? Je me suis redressé et j'ai reculé de la voiture. Julian, je ne joue pas à des jeux. Je travaille. Et en ce moment, mon travail consiste à m'assurer que certaines personnes comprennent que les actions ont des conséquences. Je me suis éloigné sans regarder en arrière, mais je pouvais sentir ses yeux sur moi jusqu'à ce que je disparaisse dans la caravane de chantier. Qu'il se demande ce que je savais et ce que je préparais. L'incertitude était une arme, et je commençais tout juste à apprendre à l'utiliser. Ce soir-là, Laura est rentrée plus tôt que d'habitude, le visage crispé par le stress. Elle m'a trouvé dans la cuisine en train de préparer le dîner comme si de rien n'était. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit en posant son sac à main sur le comptoir. « Bien sûr. Comment s'est passée ta journée ? » Tu sais comment s'est passée ma journée. Grant Industries a résilié son contrat cet après-midi. Julian est en mode crise et tout le cabinet est en plein chaos. J'ai continué à couper des légumes, sans lever les yeux. C'est dommage. Grant semblait être un client solide. Ne joue pas à l'idiot avec moi, Nick. Je sais que tu as quelque chose à voir avec ça. Ah oui? Et comment aurais-je pu avoir quelque chose à voir avec les relations clients de ton cabinet? Elle s'est rapprochée, sa voix baissant jusqu'à un murmure dangereux. Tu as rencontré Robert Grant hier. Ne le nie pas, je ne nie rien. J'ai déjeuné avec un associé. C'est illégal maintenant? Qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai enfin levé les yeux de la planche à découper, la regardant droit dans les yeux. Je lui ai dit la vérité, Laura. Quelque chose que tu devrais essayer un jour. Son visage s'est empourpré de colère. Tu détruis ma carrière par dépit. Ta carrière? Je pensais que c'était Julian qui t'emmenait au sommet. Ne devrait-il pas être capable de gérer la perte d'un client? Elle m'a fixé pendant un long moment, et je pouvais la voir essayer de deviner ce que je savais. L'incertitude la rongeait, tout comme elle rongeait Julian. Ce n'est pas fini, a-t-elle dit finalement. Tu n'arrêtes pas de dire ça, mais tu as raison. Ce n'est pas fini. Ça a à peine commencé. Après qu'elle soit montée en trombe, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai vérifié mes emails. Monica m'avait envoyé une analyse détaillée des contrats clients du cabinet et des calendriers de renouvellement. 3 autres clients majeurs devaient être renouvelés dans les 2 prochains mois,
et tous avaient des clauses permettant une résiliation anticipée s'ils n'étaient pas satisfaits du service. J'ai commencé à faire une liste de numéros de téléphone et d'adresses e-mail. Si Robert Grant était prêt à écouter les préoccupations concernant la compétence de Julian, peut-être que d'autres clients seraient également intéressés. Après tout, les affaires reposent sur la confiance, et la confiance était exactement ce que Julian était sur le point de perdre. Mon téléphone a vibré. Un autre message de Jack. Développement intéressant. Ton ami Julian passe des appels. On dirait qu'il essaie de savoir qui a parlé à ses clients. J'ai souri et j'ai répondu. Laisse-le chercher. Il ne trouvera rien qu'il puisse utiliser. La pluie avait cessé, et à travers la fenêtre de la cuisine, je pouvais voir les étoiles commencer à apparaître entre les nuages. Demain serait une journée chargée. J'avais plus de clients à contacter, plus d'informations à recueillir, et plus de dominos à préparer pour la chute. Julian Holt se prenait pour un joueur dans ce jeu, mais il était sur le point d'apprendre la différence entre jouer et gagner. Et je ne faisais que commencer. L'immeuble de bureau de Morrison & Associates avait l'air différent sous la dure lumière matinale qui filtrait à travers le pare-brise de mon camion. Moins imposant, en quelque sorte, plus vulnérable. J'étais assis de l'autre côté de la rue depuis 20 minutes, observant la cohue matinale des employés se dépêchant d'aller au travail. La plupart d'entre eux ignoraient probablement que leur entreprise était au bord de l'effondrement. Mon téléphone a vibré. Un texto de Monica. Réunion d'urgence du conseil d'administration à 10 heures. Julian panique. Timing parfait. J'avais passé le week-end à appeler les autres grands clients du cabinet, et les résultats commençaient à se voir. 3 autres entreprises avaient demandé des réunions pour discuter de leurs besoins en conseil, ce qui, en langage d'entreprise, signifiait « nous envisageons de vous virer ». Les rapports de surveillance de Jack avaient été tout aussi productifs. Julian n'avait pas seulement des liaisons. Il utilisait sa position pour recueillir des informations pour des concurrents, échangeant des informations confidentielles contre des faveurs personnelles. L'homme était une violation ambulante de l'éthique. Et maintenant, j'avais les documents pour le prouver. J'ai démarré le camion et je me suis dirigé vers le centre-ville où j'avais rendez-vous avec David Shen, le PDG de Meridian Financial. Shen était l'un des plus anciens clients de Morrison & Associates, et selon les informations de Monica, il était de plus en plus insatisfait des performances du cabinet. L'immeuble Meridian était un monument de verre et d'acier à la réussite financière, le genre d'endroit où l'on se sentait mal habillé, même dans son meilleur costume. Le bureau de Shen se trouvait au 32e étage, avec une vue sur le port de Boston qui coûtait probablement plus cher que la plupart des maisons. Monsieur Avery, a dit Shen en se levant de son bureau alors que son assistante me faisait entrer. Merci de m'avoir contacté. Votre message était assez intrigant. David Shen avait la cinquantaine, était impeccablement habillé, avec le genre d'intelligence vive qui vient de décennies de décisions rentables. Il a fait un geste vers un coin salon près des fenêtres où du café et des pâtisseries attendaient. Je serai direct, monsieur Shen. J'ai des raisons de croire que Morrison & Associates a compromis la confidentialité de ses clients à des fins personnelles. Ses sourcils se sont légèrement levés. C'est une accusation grave. C'est une situation grave. J'ai sorti mon ordinateur portable et je lui ai montré certaines des photographies de Jack. Voici Julian Holt rencontrant Jennifer Walsh de Hartley & Associates. Remarquez la mallette qu'ils portent et les documents qu'ils examinent. Shen a étudié attentivement les images. On dirait des dossiers clients confidentiels. C'est exact. Et il se trouve que Jennifer Walsh travaille pour le cabinet qui a constamment sous-enchéri sur Meridian pour plusieurs contrats majeurs récemment. J'ai regardé l'expression de Shen changer alors que les implications s'imposaient à lui. Hartley & Associates était l'un des plus grands concurrents de Meridian, et s'ils avaient obtenu des informations internes sur les plans stratégiques de Meridian, cela expliquerait leur récente série d'offres réussies. Comment avez-vous obtenu ces photographies? Par une surveillance légitime. Julian Holt a utilisé sa position pour échanger des informations contre des faveurs personnelles. Les données confidentielles de votre entreprise ont peut-être fait partie de ces échanges. Shen est resté silencieux un long moment, regardant le port. Quand il a de nouveau parlé, sa voix était froide d'une colère contenue. Monsieur Avery, si ce que vous me dites est exact, Morrison & Associates a violé les principes les plus fondamentaux de la confidentialité des clients. C'est un motif de résiliation immédiate du contrat et d'éventuelles poursuites judiciaires. J'ai pensé que vous devriez le savoir avant de prendre toute décision concernant le renouvellement de votre contrat de conseil.
En effet. Il s'est levé, s'est dirigé vers son bureau et a décroché le téléphone. Janet, veuillez me passer Morrison & Associates. Je dois parler à Julian Holt immédiatement. J'ai rassemblé mon ordinateur portable et je me suis préparé à partir, mais Shane a levé la main. En fait, monsieur Avery, j'aimerais que vous restiez pour cette conversation. Je pense que Julian devrait savoir exactement d'où vient cette information. L'appel téléphonique a été bref et brutal. Shane n'a pas perdu de temps en politesse ou en explications. Il a simplement informé Julian que Meridian Financial mettait fin à leur contrat immédiatement et qu'ils allaient mener un examen complet de toutes les informations confidentielles qui avaient été partagées avec le cabinet. La voix de Julian était à peine audible à travers le haut-parleur, mais je pouvais entendre la panique. Monsieur Shane, nous pouvons sûrement en discuter s'il y a eu un malentendu. Il n'y a pas de malentendu, monsieur Holt. Et pour que vous le sachiez, cette conversation est enregistrée et monsieur Nick Avery est ici comme témoin. Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Quand Julian a finalement parlé, sa voix était tendue d'une rage à peine contenue. Nick, j'aurais dû m'en douter. Tu aurais dû te douter de beaucoup de choses, Julian, ai-je dit en me penchant vers le téléphone. Comme le fait que de maltraiter les gens finit toujours par te revenir en pleine figure. Ce n'est pas fini. En fait, a interrompu Shane, si, ça l'est. La sécurité passera cet après-midi pour récupérer tout le matériel de Meridian dans vos bureaux. Toute tentative de retenir ou de copier des informations confidentielles entraînera des poursuites judiciaires. La ligne est devenue silencieuse. Julian avait raccroché. Shane s'est tourné vers moi avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. C'était très satisfaisant, monsieur Avery. Je suppose que vous ne seriez pas intéressé par un travail de conseil pour Meridian? Nous allons avoir besoin d'un nouveau cabinet, et je préfère travailler avec des gens qui comprennent la valeur de l'intégrité. J'y réfléchirai, ai-je dit, bien que mon esprit soit déjà en train de passer à la phase suivante de mon plan. Le temps que je retourne à mon camion, mon téléphone bourdonnait d'appels manqués et de textos. Laura avait appelé 6 fois. Monica avait envoyé 3 messages urgents. Même Jake avait pris des nouvelles pour savoir si j'allais bien. J'ai d'abord appelé Jake. Putain, Nick. Qu'est-ce que tu as fait? Julian appelle tout le monde qu'il connaît, essayant de comprendre comment contenir les dégâts. Je lui ai donné ce qu'il méritait. C'est grave à quel point? Grave. 2 autres clients ont appelé ce matin pour programmer des réunions. Le mot se répand vite dans le milieu des affaires. Bien. Et Laura? Elle est en mode gestion de crise totale. Elle est au téléphone depuis ce matin pour essayer de rassurer les clients et les associés, mais d'après ce que je vois, elle mène une bataille perdue d'avance. J'ai raccroché et j'ai ensuite appelé Monica. Nick, où es-tu? Le bureau est en plein chaos. Julian s'est enfermé dans son bureau, et les autres associés parlent de convoquer un vote de défiance d'urgence. Quelle est la position de Laura dans tout ça? Elle essaie de se distancier de Julian, mais tout le monde sait qu'ils ont travaillé en étroite collaboration. Certains commencent à se poser des questions sur son rôle dans la perte des clients. Intéressant. Et toi? Je reste neutre pour l'instant, mais plusieurs membres du conseil d'administration m'ont approché pour prendre en charge les responsabilités de Julian à titre intérimaire. C'est exactement ce que nous espérions. Nick, il y a autre chose. Julian a posé des questions sur toi. Il sait que tu es derrière les défections des clients et il cherche un moyen de riposter. Laisse-le chercher. Je ne me cache pas, mais en rentrant chez moi, je ne pouvais pas me défaire du sentiment que Julian préparait quelque chose de désespéré. Les animaux acculés étaient dangereux, et Julian Holt était définitivement acculé. J'avais raison de m'inquiéter. Quand je suis arrivé dans mon allée cet après-midi-là, j'ai trouvé la BMW de Julian garée dans la rue devant ma maison. Il était assis sur mon porche, toujours dans son costume cher, mais l'air nettement moins soigné que d'habitude. Il faut qu'on parle, a-t-il dit en se levant à mon approche. Vraiment? Je pensais que tu avais dit tout ce que tu avais à dire à la fête de Noël. C'était avant que tu ne décides de détruire mon entreprise. J'ai déverrouillé ma porte d'entrée et je lui ai fait signe de me suivre à l'intérieur. Si Julian voulait une confrontation, j'étais prêt. Nous nous sommes retrouvés dans mon salon, face à face comme des pistoleros dans un vieux western. Julian a regardé les meubles confortables et les photos de famille, son expression méprisante. Belle maison, a-t-il dit.
Je suis sûr que Laura t'a dit à quel point elle aime passer du temps ici. En fait, elle a passé la plupart de son temps ailleurs ces derniers temps. Mais je suis sûr que tu le sais. Son masque de civilité a glissé un instant, révélant la colère sous-jacente. Tu te crois très malin, n'est-ce pas? Monter mes clients contre moi, répandre des mensonges sur ma conduite professionnelle. Je n'ai dit aucun mensonge, Julian. Tout ce que j'ai partagé est un fait documenté. Tu as détruit ma réputation sur la base de photographies et de spéculations. J'ai exposé ton comportement sur la base de preuves et de témoignages. Il y a une différence. Julian a commencé à faire les 100 pas dans la pièce, son sang-froid s'effritant à chaque pas. Tu n'as aucune idée de ce à quoi tu as affaire, Nick. Le conseil, ce n'est pas un chantier de construction où tu peux simplement démolir ce que tu n'aimes pas et construire quelque chose de nouveau. Tu as raison, ai-je dit en m'installant dans mon fauteuil préféré. C'est beaucoup plus fragile que la construction. Dans la construction, si tu fais du mauvais travail, le bâtiment s'effondre et tout le monde peut le voir. Dans le conseil, tu peux t'en tirer avec du mauvais travail pendant des années, tant que personne ne regarde de trop près. J'ai fait de Morrison & Associates l'un des cabinets les plus prospères de Boston. Tu en as fait un château de cartes, Julian. Et les châteaux de cartes ont tendance à s'effondrer quand quelqu'un bouscule la table. Il a arrêté de marcher et s'est tourné pour me faire face directement. Qu'est-ce que tu veux? De l'argent? Un poste au cabinet? Dis ton prix. Je ne veux rien de toi, Julian. Je veux que tu partes. Et si je refuse de partir tranquillement? J'ai souri, pensant au dossier que Jake avait compilé et aux preuves supplémentaires que Monica rassemblait. Alors les choses deviendront bien pires. Pour toi, et pour Laura. Son visage est devenu blême à la mention du nom de ma femme. Laisse Laura en dehors de ça. Laura a fait ses propres choix. Elle a choisi de participer à tes petits jeux, et maintenant elle doit en assumer les conséquences. Julian m'a fixé un long moment, essayant probablement de calculer ses options. Quand il a de nouveau parlé, sa voix était différente. Moins arrogante, plus désespérée. Nick, tu ne comprends pas. Si le cabinet s'effondre, beaucoup de gens innocents perdront leur emploi. Le personnel de soutien, les jeunes associés, des gens qui n'ont rien à voir avec tout ça. Alors peut-être que tu aurais dû y penser avant de commencer à jouer avec la confidentialité des clients et les relations avec les employés. Il est parti sans un mot de plus, mais je pouvais voir dans ses yeux qu'il n'abandonnait pas. Julian Holt était le genre d'homme qui préférerait tout brûler plutôt que d'admettre sa défaite, et cela le rendait dangereux. J'ai eu raison plus tôt que je ne le pensais. Ce soir-là, alors que je dînais seul, Laura travaillait encore tard, mon téléphone a sonné. Un appel d'Eddie, du bar. Nick, tu dois descendre ici. Il y a eu des problèmes. Quand je suis arrivé chez Eddie, j'ai trouvé 2 voitures de police garées à l'extérieur et une foule de curieux rassemblés sur le trottoir. Eddie m'a accueilli à la porte, le visage sombre. Quelqu'un est entré par effraction vers l'heure de la fermeture la nuit dernière, a-t-il expliqué. Ils ont bien saccagé l'endroit, mais voilà la partie étrange. Ils n'ont rien pris, ils ont juste détruit des meubles et laissé un message. Il m'a conduit à l'intérieur où j'ai pu voir des tables renversées et des chaises cassées éparpillées dans la salle principale. Mais c'est le message peint à la bombe sur le mur derrière le bar qui m'a fait serrer les dents de colère. Mêle tes ouïes de tes affaires ou tu le paieras. Une idée de qui aurait pu faire ça, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Je ne peux rien prouver, a dit Eddie prudemment. Mais j'ai eu un visiteur hier après-midi. Costume cher, voiture de luxe, posant des questions sur toi et tes réunions ici. Julian intensifiait le conflit, essayant de m'intimider pour que je recule. Mais il avait commis une erreur cruciale. Il s'en était pris à quelqu'un à qui je tenais, et cela changeait complètement les règles du jeu. J'ai passé l'heure suivante à aider Eddie à nettoyer le désordre pendant que nous parlions à la police. Ils ont pris une déposition et ont promis d'enquêter, mais nous savions tous les deux qu'ils ne trouveraient rien d'utile. Julian était trop malin pour laisser des preuves et trop bien connecté pour s'inquiéter des conséquences. Mais en rentrant chez moi cette nuit-là, je planifiais déjà ma réponse. Julian voulait jouer salement? Très bien. J'allais lui montrer à quel point les choses pouvaient devenir sales. La suite de l'hôtel de luxe surplombait le Boston Common. Des surfaces en marbre, des baies vitrées, un prix par nuit plus élevé que le salaire hebdomadaire de la plupart des gens. Je l'avais réservé sous un faux nom, en utilisant de l'argent liquide et des contacts que Jake m'avait fournis via son réseau de sécurité.
La chambre était parfaite pour ce que j'avais prévu, assez spacieuse pour une confrontation, assez isolée pour l'intimité, et équipée du genre de matériel de surveillance qui capturerait chaque mot et chaque geste. Cela faisait 3 jours depuis le vandalisme au Eddie's Taverne, et le désespoir de Julien devenait de plus en plus évident. Selon les rapports de Monica de l'intérieur du cabinet, il passait des appels de plus en plus frénétiques à d'anciens clients, essayant de reconstruire des ponts qui étaient déjà irréparablement brûlés. Le conseil d'administration avait programmé un examen formel de sa position pour la fin de la semaine, et l'issue était inévitable. Mais je n'allais pas me contenter de laisser la machine corporative broyer Julien lentement. Je voulais qu'il comprenne exactement qui avait orchestré sa chute, et pourquoi. Mon téléphone a vibré. Un texto de Jack. Colis livré. Les 2 cibles confirmées pour ce soir. La première phase du divertissement de la soirée était terminée. Jack avait envoyé des messages anonymes à Julien et à Laura, prétendant détenir des informations sur les activités de l'autre qui pourraient être utilisées pour limiter les dégâts. Les messages les avaient dirigés vers la suite de l'hôtel, avec des heures d'arrivée décalées pour assurer un impact dramatique maximal. J'ai regardé ma montre. 19h30, Julien arriverait le premier, suivi de Laura 15 minutes plus tard. Cela me donnerait assez de temps pour bien préparer la scène. On a frappé à la porte à 20h précise. Julien se tenait dans le couloir, l'air hagard et désespéré. Ses cheveux habituellement parfaits étaient en désordre, son costume chair froissé, et il avait des cernes sous les yeux qui suggéraient qu'il ne dormait pas bien. Nick. Sa voix était plate, résignée. J'aurais dû m'en douter. Tu aurais dû te douter de beaucoup de choses, Julien. Entre. Il est entré prudemment dans la suite, ses yeux balayant le mobilier élégant et la vue sur les lumières de la ville en contrebas. Qu'est-ce que c'est? Une sorte de piège? C'est une conversation. Le genre que nous aurions dû avoir il y a des semaines. J'ai fait un geste vers le coin salon où j'avais disposé 2 chaises face à face. Julien s'est assis à contre-cœur, sa posture tendue et défensive. Laisse-moi deviner, a-t-il dit. Tu veux que j'avoue mes péchés et que je supplie ton pardon? Je veux que tu comprennes ce que tu as perdu, et pourquoi tu l'as perdu. J'ai tout perdu, Nick. Mes clients, ma réputation, probablement mon partenariat. Es-tu satisfait? Pas encore. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai ouvert un dossier contenant toutes les preuves que Jack avait rassemblées au cours des dernières semaines. Photographie, dossier financier, déposition de témoins, preuves documentées des liaisons de Julien et de ses violations éthiques. Voilà ce que je sais sur toi, Julien. Chaque sale affaire, chaque trahison, chaque fois que tu as utilisé ta position pour profiter de quelqu'un de plus faible que toi. Il a parcouru les dossiers avec une horreur croissante, son visage devenant plus pâle à chaque révélation. Où as-tu eu tout ça? De gens qui en avaient marre de te voir t'en tirer. Des employés que tu as maltraités, des clients que tu as trompés, des femmes que tu as manipulées. Tu t'es fait beaucoup d'ennemis au fil des ans, Julien. Je leur ai juste donné un moyen de riposter. Tu ne comprends pas le monde des affaires, Nick. Tout le monde prend des raccourcis. Tout le monde fait des arrangements. C'est comme ça que les choses se font. Non, c'est comme ça que tu fais les choses. Et c'est pour ça que tu es fini. Un autre coup à la porte a interrompu notre conversation. Les yeux de Julien se sont écarquillés alors qu'il réalisait ce qui allait se passer. Tu n'as pas osé. Si. J'ai ouvert la porte pour trouver Laura dans le couloir, vêtue du genre de tenue qu'elle portait quand elle voulait impressionner quelqu'un. Son expression est passée de la confusion à la colère en voyant Julien assis sur la chaise. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle exigé en entrant dans la pièce. C'est une réunion de famille, ai-je dit en fermant la porte derrière elle. J'ai pensé que vous devriez être ensemble quand vous entendriez la nouvelle. Laura a regardé entre Julien et moi, essayant de comprendre la situation. Quelle nouvelle? Je suis retourné à ma chaise et je lui ai fait signe de prendre le 3e siège que j'avais préparé. La nouvelle concernant votre avenir. Ou plutôt, votre absence d'avenir. Nick, si c'est à propos des récentes difficultés du cabinet. C'est à propos de choix, Laura. Les choix que vous avez faits, les conséquences que vous allez affronter, et la nouvelle réalité que vous allez devoir accepter. J'ai ouvert un autre dossier sur mon ordinateur portable. Celui-ci contenait la documentation de l'implication de Laura dans les manigances de Julien, compte-rendu de réunion, échange de mets, transactions financières qui montraient sa complicité dans les violations éthiques du cabinet.
Tu n'étais pas seulement l'amante de Julien, ai-je continué. Tu étais son associé, dans tous les sens du terme. Tu l'as aidé à recueillir des informations sur les concurrents. Tu as facilité ses liaisons avec d'autres femmes, et tu as utilisé ta position pour couvrir ses erreurs. Le sang-froid de Laura a finalement craqué. Salaud. Tu nous as espionnés. Je me suis protégé et j'ai exposé la vérité. Julien s'est penché en avant sur sa chaise, sa voix désespérée. Nick, s'il te plaît, réfléchis à ce que tu fais. Si tu détruis complètement le cabinet, des innocents vont souffrir. Des innocents souffrent depuis des années à cause de ce que vous avez fait tous les deux. Maintenant, c'est votre tour. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la fenêtre, regardant les lumières de la ville en contrebas. La réunion du conseil d'administration est demain matin, n'est-ce pas? Ils vont voter sur l'avenir de Julien au sein du cabinet. Comment? A commencé à demander Laura, puis elle s'est arrêtée. Monica m'a tenu informé. Elle fera une excellente associée directrice, d'ailleurs. Bien meilleure que vous deux ne l'avez jamais été. Le visage de Julien est devenu blanc. Monica a travaillé avec toi? Monica a travaillé pour la justice, quelque chose que vous deux ne reconnaîtriez pas même si ça vous mordait. Je suis retourné à mon siège et j'ai sorti une épaisse enveloppe. Ceci contient des copies de tout ce que j'ai rassemblé sur vos activités. Dossiers financiers, photographies, dépositions de témoins, preuves documentées de violations éthiques et de manquements à la confidentialité des clients. Qu'est-ce que tu veux? A demandé Laura, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je veux que vous compreniez que les actions ont des conséquences. Je veux que vous sachiez que les personnes que vous avez blessées et humiliées ne sont pas aussi impuissantes que vous le pensiez. Et je veux que vous affrontiez le fait que vos carrières à Boston sont terminées. Julien a tenté une dernière manœuvre désespérée. Nick, nous pouvons trouver un arrangement. J'ai des relations, des ressources. Je peux faire en sorte que ça en vaille la peine pour toi. Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Je me suis levé et je me suis dirigé vers la porte. Il n'a jamais été question d'argent, d'affaires ou d'avancement professionnel. Il était question de respect et de justice. J'ai ouvert la porte et je suis sorti dans le couloir. La chambre d'hôtel est payée jusqu'à demain matin. Je vous suggère d'utiliser ce temps pour réfléchir à ce que vous allez faire du reste de vos vies. En me dirigeant vers l'ascenseur, j'ai pu entendre des éclats de voix provenant de la suite derrière moi. Julien et Laura avaient enfin la conversation qu'ils auraient dû avoir des mois plus tôt, lorsque leurs combines ont commencé à s'effondrer. Mon téléphone a vibré. Un message de Monica. Réunion du conseil reportée à 8 heures demain. La lettre de démission de Julien est déjà prête. C'est fini. L'ascenseur est arrivé, et alors que les portes se fermaient, j'ai ressenti un sentiment d'achèvement que je n'avais pas connu depuis des années. Le mari naïf qui payait les factures avait finalement recouvré ses dettes, et les comptes étaient soldés. Mais je n'avais pas encore fini. Il restait un dernier arrêt à faire avant que cette nuit ne soit terminée. Le Eddie's Taverne était bondé pour un soir de semaine, rempli du genre de personnes qui appréciaient les boissons honnêtes et le franc-parler. Eddie lui-même était derrière le bar, servant les clients et gardant un œil sur tout, comme toujours. Les dégâts de l'effraction avaient été réparés, mais je pouvais encore voir la faible silhouette de l'endroit où le message menaçant avait été peint sur le mur. Nick, a appelé Eddie alors que j'entrais. Content de te voir. Comment ça va? Mieux que prévu, ai-je dit en prenant place au bar. En fait, je pense que notre problème de vandalisme est sur le point de se résoudre de lui-même. Eddie m'a servi un whisky sans que je le demande. C'est une bonne nouvelle. J'en avais marre de regarder par-dessus mon épaule. Tu n'auras plus à le faire. Les responsables vont être trop occupés à gérer leurs propres problèmes pour embêter qui que ce soit d'autre. Nous avons parlé un moment des affaires, de baseball et du temps qu'il faisait. Le genre de conversation confortable qui vient d'années d'amitié. Alors que la soirée touchait à sa fin et que la foule commençait à se disperser, Eddie s'est penché sur le bar avec une expression sérieuse. Nick, je ne sais pas ce que tu as fait, et je ne veux pas le savoir. Mais quoi que ce soit, je t'en suis reconnaissant. Un homme ne devrait pas avoir à supporter ce genre d'intimidation. Un homme ne devrait pas avoir à supporter beaucoup de choses, Eddie, mais parfois, il doit se battre. J'ai fini mon verre et j'ai laissé de l'argent sur le bar, y compris un généreux pourboire pour le barman qui avait travaillé toute la soirée. Dehors, l'air d'octobre était vif et clair, avec des étoiles visibles entre les lumières de la ville.
Mon téléphone a sonné alors que je marchais vers mon camion. Monica, encore. Nick, je voulais te remercier. Le conseil a voté à l'unanimité pour accepter la démission de Julien et pour mettre fin au partenariat de Laura. On m'a demandé d'assurer la direction par intérim pendant qu'il cherche un remplaçant permanent. Félicitations. Tu feras du bon travail. Je n'aurais pas pu le faire sans ton aide. Les preuves que tu as fournies ont rendu la décision du conseil facile. Les preuves étaient déjà là, Monica. J'ai juste aidé à les mettre en lumière. Après qu'elle a raccroché, je suis resté assis dans mon camion quelques minutes, pensant aux événements des dernières semaines. Il y a 3 semaines, j'étais le mari naïf qui payait les factures pendant que d'autres se moquaient de moi. Ce soir, j'étais l'homme qui avait fait tomber 2 des acteurs les plus arrogants du monde des affaires de Boston. Le trajet du retour m'a fait traverser les rues calmes de Newton, passant devant des maisons où des familles normales s'installaient pour la soirée. Ma propre maison était sombre quand je suis arrivé, ce qui n'était pas surprenant. Laura était probablement encore à l'hôtel, essayant de trouver un moyen de sauver quelque chose des décombres de sa carrière. Je me suis versé un dernier verre et je me suis assis dans mon bureau, regardant les dossiers et les photographies qui avaient rendu cette soirée possible. Demain, Julien et Laura devraient faire face aux conséquences de leur choix. Le cabinet commencerait le processus de reconstruction de sa réputation sous une nouvelle direction, et moi, je retournerai à la construction de choses qui durent, de choses qui comptent. Mon téléphone a vibré avec un dernier message de la soirée. Jake. Vu les nouvelles sur Morrison & Associates sur la chaîne économique. Beau travail. On boit un verre demain pour fêter ça? J'ai répondu, absolument. Mais allons ailleurs que chez Eddie. Je pense qu'on y a déjà causé assez d'agitation pour une semaine. En éteignant les lumières et en montant à l'étage, j'ai pensé au toast de Julien lors de la fête de Noël qui avait déclenché toute cette chaîne d'événements. Il avait levé son verre au mari naïf qui payait les factures pendant que les vrais joueurs emmenaient leurs femmes au sommet. Eh bien, Julien, ai-je pensé en montant les escaliers vers la chambre d'amis, où je dormais depuis une semaine. Le mari naïf a payé les factures, mais il a aussi recouvré les dettes. Et ce soir, les comptes sont enfin soldés. La maison était silencieuse autour de moi, mais elle semblait différente maintenant. Pas vide, mais paisible. Comme un endroit où un homme pourrait recommencer à zéro s'il le voulait. Et pour la première fois depuis des mois, j'avais hâte d'être à demain. Dehors, par ma fenêtre, les lumières de Boston scintillaient au loin, et quelque part là-bas, Julien Holt et Laura Avery apprenaient ce que cela faisait d'être du côté perdant du jeu de quelqu'un d'autre. Cette pensée aurait dû me faire sentir coupable, mais ce ne fut pas le cas. Au lieu de ça, elle m'a fait sourire. La justice, avais-je découvert, était un plat qui se servait avec une planification minutieuse, une exécution patiente, et juste la bonne dose de calcul froid. Et ce soir, chacun avait eu exactement ce qu'il méritait. Le lendemain matin était étrangement calme. Pas de tension dans l'air, pas de téléphone vibrant de crise, pas de femme répétant des excuses dans le miroir. Juste le silence, le genre de silence qui vous dit qu'une tempête est passée et qu'il ne reste plus que le nettoyage. J'ai préparé du café et je suis sorti sur la terrasse arrière. L'air froid m'a mordu le visage, mais c'était agréable. Pur. J'ai regardé un voisin promener son chien. Des enfants attendant le bus scolaire. Le genre de vie ordinaire dont je m'étais éloigné sans m'en rendre compte. Mon téléphone a vibré. Une alerte d'actualité. Morrison & Associates annonce un changement de direction. L'associé fondateur démissionne. Un autre titre, scandale interne et exode des clients laisse un grand cabinet de Boston en pleine tourmente. Aucune mention de moi. Parfait. L'homme le plus intelligent dans la pièce est celui que tout le monde oublie avoir jamais été là. Une deuxième vibration, cette fois un texto de Laura. Je passe plus tard pour prendre quelques affaires. Il faut qu'on parle. Pas, peut-on parler? Pas, je suis désolé. Juste, il faut qu'on parle. J'ai répondu par un seul mot. Non. Puis j'ai bloqué le numéro. Certaines portes n'ont pas besoin d'être claquées. Elles ont juste besoin d'être verrouillées. À 11 heures, j'étais au bureau de Jake. Bureau en acier, chaises en métal, des moniteurs partout, et la même odeur que d'habitude, café, huile d'arme et sarcasme. Il a fait glisser un dossier sur la table. Rapport final, a-t-il dit. Tout sur Julien et Laura, emballé, au cas où tu en aurais besoin pour le tribunal.
Je n'en aurai pas besoin, ai-je dit. Ils se sont déjà condamnés eux-mêmes. Jake a souri. Bonne réponse. Tu veux toujours que les disques durs soient effacés? Non. Garde une copie. Pour l'assurance. Malin. Il s'est adossé. Alors, et maintenant? Tu vas redevenir un type bien qui construit des immeubles et arrose sa pelouse? À peu près. Tu es sûr? Parce qu'il y a un modèle économique ici. Tueur à gages d'entreprise, mais légal. Tu pourrais nettoyer tous les cadres toxiques de Boston. J'ai ri. Je ne veux pas faire carrière dans la vengeance. J'ai haussé un sourcil. Tu étais doué pour ça. J'étais motivé. À 15 heures, une berline noire s'est garée dans l'allée. Pas Laura, pas Julian. Robert Grant. Il est sorti, vêtu d'un costume gris et avec l'expression d'un homme venu livrer quelque chose d'important. Monsieur Avery, a-t-il dit en me serrant la main. Je tenais à faire ça en personne. Il m'a tendu une enveloppe, lourde, scellée d'un ruban légal. Qu'est-ce que c'est? Votre entreprise de construction a remporté le contrat complet de réaménagement de notre projet industriel de South Harbor. Celui que Morrison & Associates était censé gérer. J'ai cligné des yeux. C'est un projet de 92 millions d'euros. Plus proche de 110 millions après révision. Il a eu un sourire narquois. Nous préférons travailler avec des gens qui savent à quoi ressemble l'intégrité. Je n'étais pas souvent réduit au silence par la stupéfaction, mais là, c'était le cas. Grant a commencé à retourner vers la voiture, puis s'est arrêté. Oh, et monsieur Avery, a-t-il dit, si jamais vous décidez de créer un cabinet de conseil pas le genre véreux, appelez-moi en premier. J'aime la façon dont vous gérez les problèmes. Puis il est parti. Je suis resté là, tenant le plus gros contrat de ma carrière, gagné non pas en jouant à des jeux politiques, mais en refusant de ramper. C'est drôle comme ça marche. Le seul fil non résolu était Laura. Je me suis dit qu'elle finirait par se montrer. Elle l'a fait. 3 jours plus tard. Sans maquillage, sans confiance, sans talons de femme de pouvoir. Juste une femme qui avait enfin réalisé qu'elle n'était pas à l'épreuve des balles. J'ai tout perdu, a-t-elle dit depuis l'embrasure de la porte. Mon travail, ma réputation, mes amis. Es-tu content de ça? Je suis content que ce ne soit pas moi qui t'ai fait ça, ai-je dit calmement. Tu as fait ça toute seule. Ses yeux étaient vitreux, mais elle ne pleurait pas. Elle était en colère, toujours convaincue que la vie lui devait quelque chose. Tu as planifié ça, a-t-elle dit. Tu m'as piégé. Non. J'ai laissé la gravité s'occuper de toi. Tu n'as fait que sauter de rebord de plus en plus haut. Elle a dégluti difficilement. J'ai besoin d'argent. Juste le temps que je me remette sur pied. Je t'ai déjà donné 8 ans de soutien. Ce compte est fermé. Tu te prends pour le héros ici? Non, ai-je dit. Je suis juste l'homme qui a cessé d'être la blague. Elle m'a fixé, attendant une faiblesse. Il n'y en avait plus. Au revoir, Laura. J'ai fermé la porte. Cette fois, je l'ai verrouillée. Pas par peur, mais par finalité. Les semaines ont passé. Le projet de South Harbor a démarré. Mon équipe a doublé. J'ai passé des journées sur les chantiers, des nuits avec des livres, des plans et la paix. Un après-midi, je marchais dans le futur hall du nouveau siège quand mon contremaître, un gars costaud nommé Marco, a dit « Patron, vous avez déjà pensé à quel point c'est bizarre? Vous construisez des choses. Eux, ils détruisent des choses. Et pourtant, c'est vous qui gagnez. Parce que les bâtiments durent, ai-je dit. Les gens comme Julian, non. » Il a hoché la tête comme si j'avais dit quelque chose de profond. Peut-être que c'était le cas. 6 mois plus tard, j'étais à une soirée d'inauguration sur un toit. Pas pour un cabinet, pas pour une bande de costumes-cravates, mais pour le premier bâtiment que j'avais entièrement conçu et construit sous mon propre nom, Avery Square. Eddie était là. Jake était là. Même Monica est passée, maintenant officiellement la plus jeune associée directrice de Boston. Quelqu'un m'a tendu un verre de bourbon. Un discours? Ont-ils crié? J'ai levé le verre, regardant les lumières de la ville. Le même horizon qui m'avait vu me faire humilier lors d'une fête de Noël. À la santé de ceux qui connaissent leurs valeurs, ai-je dit. À la santé de ceux qui construisent des choses qui durent.
Et à la santé de ceux qui se croient intouchables. Puisse-t-il toujours sous-estimer les discrets? Des rires. Des applaudissements. De vrais rires cette fois. Le genre qui vient de gens qui vous respectent. J'ai bu, et pour la première fois depuis longtemps, ça avait le goût de la liberté.